merci. Je tiens tout d'abord à remercier la générosité du professeur Alain Soupio de m'avoir invité à ces colloques, ce qui m'a permis de participer aux riches discussions d'hier et de ce matin et qui composent un vrai mosaïque de connaissances sur la solidarité avec plusieurs pistes d'investigation. Quoique je ne sois pas convaincu que les meilleures choses viennent à la fin, il me revient d'être le dernier intervenant de cet après-midi avant les conclusions, ce qui peut être perçu à la fois comme un atout et un désavantage. Un désavantage car la barre a été mise très haute avec le débat d'hier et de ce matin, et il va falloir être à l'auteur. Et un atout car tout le monde est en quelque sorte un peu fatigué et dans l'attente de voir le professeur Soupio se livrer à l'exercice très difficile de conclusion après ces 2 journées chargées. De quelque sorte, il me revient quand même de parler du cas brésilien et j'ai choisi une porte d'entrée un peu différente par rapport à ce qu'on a entendu ce matin et cet après-midi, c'est-à-dire je ne prends pas la porte du droit du travail informel, je ne prends pas la porte de la grève, mais je prends un cas assez particulier du Brésil qui est le programme d'aide sociale qui s'appelle la Bourse Famille. Il y a 3 semaines, le 18 mai 2013, en samedi ordinaire comme tous les autres, sauf que la rumeur s'est déjà propagée. Elle dit que le gouvernement va arrêter le programme Bourse Famille et dans 12 États, les foules se ruent donc vers les agences de paiement pour prélever ce qu'il leur reste à percevoir de leurs allocations. Quelques tumultes sont enregistrés dans des énormes files d'attente, malgré les efforts du gouvernement qui s'apprête à dire que la rumeur est absolument fausse. Au total, près de 900 000 personnes sont passées par la Caixa Econômica Federal, la banque responsable du paiement, pour prélever quelques 152 millions de reais, ce qui correspond à peu près 58 millions d'euros. Le lundi 20, la police fédérale ouvre une enquête judiciaire sur l'origine de la rumeur. Au même moment, la présidente Dilma Rousseff déclare que l'auteur de la rumeur a agi de manière inhumaine et criminelle, cherchant à inquiéter des millions de Brésiliens qui arrivent depuis 10 ans à échapper à l'extrême pauvreté. Cette perspective fut d'ailleurs reprise par la note officielle lancée par le ministère du Développement social et du combat à la famine, qui dit « Le PBF, le programme Bourse Famille, est exécuté depuis presque 10 ans et en bénéficie actuellement 13,8 millions de familles. C'est le plus grand et le meilleur programme ciblé de transfert conditionnel de revenus au monde et il continuera de remplir son rôle dans les stratégies pour vaincre l'extrême pauvreté au Brésil. » Fin de citation. Au-delà du caractère pittoresque de l'épisode, il met en évidence l'importance que le programme Bourse Famille a obtenu au cours de ces dernières années dans la politique brésilienne, ainsi que dans la reconfiguration économique du pays. Je vous propose donc une petite communication, pas en 2 parties comme a été l'habitude, mais en 3 parties. Et dans la première partie, je vais être descriptif. Donc l'idée, c'est de décrire le programme et son fonctionnement. Ensuite, je vais essayer d'examiner assez rapidement 3 questions, 3 angles différents du programme, encore que ces approches, ces angles ne soient pas exclusives les unes par rapport aux autres. Les 3 questions, donc, le clivage entre universalisation et focalisation, le dilemme de l'action publique entre émancipation et paternalisme, et l'impact, le 3e point, l'impact sur la pauvreté. Finalement, dans un dernier temps, le 3e et dernier temps, tout en évitant le risque d'un exercice de futurologie, je vais me permettre d'expéculer un peu sur le futur du programme en imaginant qu'est-ce qu'il peut encore apporter au Brésil. Donc,
le premier moment, le programme Bourse Famille et son fonctionnement. Créé par la loi 10 836 du 9 janvier 2004, le programme Bourse Famille est un programme de transfert conditionnel de revenus qui, à l'origine, réunit 4 précédents programmes du gouvernement. Le programme national de revenus minimum lié à l'éducation, qui s'appelait Bourse École, le programme national d'accès à l'alimentation, le programme d'aide gaz et le registre unique du gouvernement fédéral. Le programme Bourse Famille, il offre 5 catégories de prestations. La prestation de base est fixée à 70 reais, ce qui correspond à 26,34 €. Il est payé seulement aux familles extrêmement pauvres dont le revenu per capita équivaut au maximum à 70 reais. Les prestations variables sont calculées en fonction de la présence dans la famille des situations suivantes: enfants de 0 à 15 ans, femmes enceintes et ou mères qui allaitent, ce qui assure un paiement de plus de 32 reais, ce qui correspond à 12 €, dans la limite de 5 éléments par famille. Donc, 4 enfants et une mère enceinte permet à le 5 éléments d'avoir le paiement. De façon semblable, l'existence des adolescents entre 16 et 17 ans assure un paiement d'une autre prestation variable liée à la jeunesse, limitée à 2 cas et dont la valeur est de 38 reais, ce qui correspond à 14,30 €. Il existe aussi une prestation variable de caractère extraordinaire dont les bénéficiaires sont des familles liées au programme rémanissant à la Bourse Famille et dont la valeur est calculée au cas par cas. Et finalement, la dernière prestation est prévue pour surmonter l'extrême pauvreté dans la première enfance, dont la valeur est déterminée afin que toutes les familles inscrites aux bourses famille, avec des enfants entre 0 et 6 ans, puissent avoir un revenu minimum mensuel correspondant à 70 reais par personne. Au bout du compte, les combinaisons possibles de prestations établissent le minimum versé à 70 reais, c'est-à-dire 26,34 €, et le maximum à 306 reais, c'est-à-dire 50,16 €. La prestation moyenne correspondant actuellement à 149,70 reais, ce qui correspond à 56,34 €. Donc, on ne parle pas de valeurs exagérées, hein. Ce n'est pas beaucoup. Ces valeurs ont été établies par la dernière fois en avril 2011, quand ils ont été augmentés pour la 4e fois dès l'origine du programme. Le versement de ces prestations est soumis à des conditions qui doivent respecter les familles bénéficiaires qui vont le percevoir. Le gouvernement doit offrir des services publics de santé, d'éducation et d'aide sociale pour que les bénéficiaires puissent ainsi remplir leurs obligations envers le programme Bourse Famille. C'est-à-dire, d'un côté, l'État est censé assurer et améliorer les services publics dans les domaines mentionnés. De l'autre côté, les bénéficiaires doivent remplir leurs obligations ainsi. Dans le domaine de la santé, les familles bénéficiaires assurent le compromis de suivi du carnet de vaccination ainsi que de la croissance et du développement des enfants de moins de 7 ans. Les femmes entre 14 et 44 ans sont aussi obligées de faire ce suivi et, si enceintes ou dans la période de l'allaitement, d'entreprendre le test prénatal et le suivi de sa santé ainsi que celle du bébé. Dans l'éducation, tous les enfants et adolescents entre 6 et 15 ans doivent être inscrits à l'école et avoir une fréquentation scolaire mensuelle minimale de 85% de la totalité du temps scolaire requis. De son côté, les étudiants entre 16 et 17 ans doivent présenter une fréquentation minimale de 75%. Dans le domaine de l'aide sociale, les enfants et adolescents de moins de 15 ans dans des situations de risque ou retirés du travail des mineurs par les programmes d'éradication du travail des mineurs
doivent participer au service de convivialité et mise en valeur de rapport de ce même programme et avoir une fréquentation minimale de 85% de la totalité du temps scolaire requis. Depuis sa création, les budgets consacrés à la bourse famille ne font qu'augmenter. En effet, dans un intervalle de 8 ans, le montant historique dépensé a été multiplié par 3,64, puisqu'il est passé de 5,7 à presque 21 milliards de reais. Par ailleurs, une fois actualisées ces valeurs historiques, il est possible de constater que l'augmentation réelle a été de 2,34 en euros. Cela signifie que le montant exécuté est passé de 3,4 à 7,9 milliards d'euros. Dans la même période, le nombre de familles bénéficiaires a plus que doublé, en passant de 6,57 à 13,9 millions de familles. Cela ne veut pourtant pas dire que toutes les familles éligibles bénéficient des prestations de la bourse famille, puisque déjà en août 2010, le registre unique du gouvernement fédéral indiquait l'existence de à peu près 19 millions de familles 19 millions de familles avec un revenu familial per capita inférieur ou égal à la moitié du salaire minimum, dont 16 millions éligibles à la bourse famille. Le nombre de familles bénéficiaires représente donc 85% de familles éligibles au programme. Ce transfert de revenus est trop important pour que le pays puisse rêver du jour où sera peut-être possible de dire que le Brésil aura réussi à éliminer la misère extrême. En effet, ces 13,9 familles bénéficiaires représentent plus de 50 millions de personnes, ce qui correspond à une grosse partie de la population qui compte aujourd'hui 196 millions de personnes. Bref, un quart de la population est aujourd'hui concernée par les prestations de la bourse famille. Le fonctionnement de la bourse famille se fait d'une façon concertée entre le gouvernement fédéral, les États et les municipalités. La coordination générale revient au premier, qui, au-delà d'assurer son financement, est le premier responsable pour le paiement fait directement aux familles bénéficiaires. Les municipalités, qui reçoivent l'appui technique des États, gèrent le programme au quotidien. Elles sont responsables de l'inscription des familles au registre unique, elles contrôlent le respect des conditions par le bénéficiaire, elles assurent la gestion des allocations et le suivi de familles. La bourse famille comporte aussi une instance de contrôle social local qui regroupe des représentants du gouvernement et de la société civile. Par ailleurs, ces dépenses sont examinées par la Cour des comptes, comme le sont toutes les autres dépenses faites par le gouvernement fédéral. Bref, il s'agit d'un programme décentralisé, focalisé et soumis à des différentes instances de contrôle. Au bout de 10 ans, le constat n'est pas difficile. La bourse famille est devenue incontournable dans la scène politique et sociale brésilienne. Elle a redéfini l'assistance sociale au pays et permis à une large partie de la population d'échapper aux contraintes de la misère extrême. Certes, le programme est un outil fondamental de transfert de revenus et il est désormais difficile d'imaginer qu'il puisse être arrêté comme le voulait faire croire la rumeur mentionnée au début de cette présentation. Mais quels sont les enjeux politiques, sociaux, économiques de la bourse famille? Quel regard porter sur sa trajectoire? C'est ce que je vais essayer de faire à partir de 3 angles différents dans le deuxième temps de cette présentation, donc la deuxième partie. Comme je vous ai déjà anticipé, 3 temps dans cette deuxième partie, en démarrant par le clivage entre universalisation et focalisation. La longue transition démocratique vécue au Brésil tout au long de la décennie 1980 était porteuse de grandes promesses. Bien sûr, elle devait établir les bases d'une vie plus démocratique et citoyenne, mais plus encore, elle faisait tous rêver d'un arrangement social plus juste, d'une plus grande accessibilité à la richesse nationale, d'une transformation sociale ancrée sur un vrai processus
d'émancipation. Toutes ces demandes se sont acheminées vers l'Assemblée constituante de 1986 à 1988, où elles ont rencontré un terrain très fertile et bien propice au sémail. D'un coup, il fallait exploiter toutes les possibilités pour obtenir la reconnaissance constitutionnelle des droits fort longtemps revendiqués. Le long et prolixe texte constitutionnel qui en est résulté concrétise cette opportunité et établit un système de protection sociale qui s'y voulait absolument universel, c'est-à-dire un système accessible à tous, capable de faire face aux grands défis d'une lourde dette sociale. Les consensus autour de l'urgence sociale ne faisaient point de doute et dorénavant, il ne fallait couvrir pour que les promesses constitutionnelles deviennent réalité. Pourtant, malgré l'émergence d'un socle institutionnel d'appui à cette politique, et avant même que les promesses constitutionnelles rentrent dans l'imaginaire politique social brésilien, l'agenda politique des années 90, marqué par l'empreinte du néolibéralisme et la redéfinition du rôle de l'État, l'a remise en cause. En effet, ce qui conduisait la politique d'ajustement macroéconomique du pays soutenait que la politique sociale dépendait des résultats de l'effort fiscal entrepris et de ce fait ne pouvait qu'être focalisée, ciblée sur les couches plus pauvres de la société. Il serait nécessaire de renoncer à la perspective universelle pour que les pays puissent enfin sortir de la crise économique. Le gouvernement Cardoso était pleinement engagé sur cette perspective, sur l'ajustement macroéconomique, et fit de cet engagement la clé de voûte de son action politique. L'assistance sociale n'étant pas exclue de cette contrainte, puisque perçue tout simplement comme une dimension de plus de la dépense publique, elle aussi fit son entrée dans l'agenda de la réforme, dont l'objectif serait d'éliminer le gaspillage, augmenter l'efficience, promouvoir la décentralisation, amplifier son impact redistributif et universaliser lorsqu'il est nécessaire et légitime. Or, admettre que l'universalisation requiert la présence des conditions correspond tout à fait à une vraie remise en cause de l'agenda politique issu de la transition démocratique des années 80. De ce fait, encore qu'il soit possible de nuancer l'hypothèse d'un rapport direct de causalité entre l'ajustement macroéconomique et l'agenda social, il ne serait pas incorrect de dire que le gouvernement Cardoso misa sur la focalisation des programmes sociaux et sur la spécialisation du financement social, encore que d'une façon très éclatée. Lorsque le gouvernement Lula démarre, son agenda social est fortement centralisé sur le programme Fome Zero, dont l'objectif était le développement d'une politique de sécurité alimentaire et nutritionnelle pour l'ensemble de la population brésilienne. Malgré sa volonté, l'ensemble d'actions prévues pour l'exécution du programme était tellement grand et diffus qu'il connaîtra assez rapidement le chèque. Le tournant viendra alors en 2004 avec la mise en valeur de la bourse famille qui consolidait par son unification plusieurs programmes de transfert de revenus de la période Cardoso. Le gouvernement Lula profita ainsi de l'expérience accumulée dans le passé. Il s'est servi du registre unique pour mieux cibler les bénéficiaires des programmes sociaux. Il en résulta, comme le dit le communiqué de presse de la rumeur de ce samedi 18 mai, le plus grand et le meilleur programme ciblé de transfert conditionnel de revenus au monde, dont l'impact sur l'agenda universaliste ne fait aucun doute. Il n'empêche que les demandes d'investissement primaire dans l'éducation et la santé et l'assainissement sont toujours présentes et ne nous font que rappeler l'immense dette sociale qu'il faut encore affronter. Deuxième angle, le dilemme entre émancipation et paternalisme. La bourse famille est dans l'imminence de fêter ses 10 ans d'existence. Le programme touche directement à un quart de la population brésilienne, bénéficiant à 13,9 millions de familles, ce qui représente 85% de familles éligibles aux prestations. Parmi ces bénéficiaires, un petit peu plus d'un demi-million y participent depuis son origine, et dans certains cas, il s'agit déjà de la deuxième génération de la même famille à vivre de ces allocations.
De plus, 45% de familles inscrites au registre unique depuis le départ du programme en sont de bénéficiaires. Cela veut dire que le programme ne sera pas loin d'atteindre la totalité des bénéficiaires possibles et qu'il faut penser à la suite. Nul doute qu'il a permis d'améliorer les conditions de vie d'une énorme partie de la population, mais une fois atteinte la totalité des bénéficiaires possibles, que faut-il en faire? Rien de plus que maintenir le programme ou le réinventer de sorte qu'il puisse aller plus loin dans son but. Pour essayer d'y répondre, il convient de se réapproprier d'une autre dimension de la trajectoire du programme de la Bourse Famille. Il n'y a pas longtemps, la tradition au Brésil faisait de la remise de biens, surtout alimentaires, le mécanisme traditionnel d'aide sociale. Puisque le bien obtenu n'était pas nécessairement ce que le bénéficiaire voulait, cela les obligeait à faire un deuxième tour de change dont le coût pouvait diminuer considérablement la valeur de la prestation d'origine. Ainsi que chacun puisse définir ce qui est son besoin et la location idéale pour ces biens, est alors l'idée à la base des programmes de transfert de revenus dont la prestation est faite en argent. Il s'agit d'une perspective qui amplifie l'accès aux biens, mais qui n'améliore pas nécessairement le niveau d'information dont disposent ces bénéficiaires pour effectuer leur choix. En effet, le pur et simple transfert d'argent, encore qu'il puisse être perçu comme une pratique paternaliste qui améliore les conditions de vie des bénéficiaires, dans la mesure où il ne contribue pas à la mise en place des conditions d'émancipation, peut renfermer le bénéficiaire dans ce que les économistes appellent le piège de la pauvreté, où il convient de ne pas améliorer sa condition de vie pour ne pas perdre le bénéfice. Il faudrait alors travailler pour engager le bénéficiaire dans des activités qui leur permettaient d'améliorer leur niveau d'information de sorte à échapper à ces pièges de la pauvreté. Certes, le PBF, le programme Bourse Famille, exige que les enfants soient inscrits et fréquentent l'école. Mais d'abord, cette fréquentation n'est pas toujours synonyme de réussite scolaire. Et ensuite, il faudra un cycle générationnel pour bien évaluer cette dimension de l'impact de la Bourse Famille, alors que la possibilité que toutes les familles éligibles aient accès aux prestations ne paraît pas si lointaine. Ainsi, l'existence des mécanismes de contrôle se fait de plus en plus nécessaire pour que la perspective émancipatrice ne soit pas tenue comme acquise à partir de la seule existence des conditions imposées aux bénéficiaires. Certes, leur vie s'améliore, mais est-ce qu'ils s'en sortent et au bout de compte voient leur vie changer? L'examen de l'impact de la bourse famille sur la pauvreté et la réduction de l'inégalité peut alors nous fournir quelques indications et correspond exactement au troisième angle que je vais exploiter dans cette deuxième partie. Donc l'impact de la bourse famille sur la pauvreté et la réduction de l'inégalité. Preuve statistique à l'appui, nul peut douter que la pauvreté et l'inégalité sont en recul au Brésil depuis 2004 et que les programmes de transfert de revenus, en particulier la bourse famille, y sont pour une grande partie. L'impact de la bourse famille sur la pauvreté ne semble pas susciter de doute, la question étant plutôt d'en mesurer sa dimension. Les économistes divergent énormément par rapport au pourcentage qu'on peut établir de l'impact de la bourse famille. Par exemple, Barros et Mendonça ont mesuré cet impact entre 8 et 18%, alors que l'Institut de recherche économique appliquée, dans une note technique, les mesure à 10%. D'autres estiment que ce même pourcentage peut être de 21%. Encore, quelques critiques du programme prennent ces chiffres pour signaler que les autres facteurs qui auraient contribué à la réduction de l'inégalité correspondraient à 80% de ces derniers chiffres, ce qui permet d'en conclure que l'apport de la bourse famille serait significatif, mais inférieur à d'autres facteurs tels que la croissance de l'économie et les programmes de bénéfices de prestations continues. De quelque sorte, encore que les chiffres diffèrent beaucoup selon les méthodologies employées
pour en faire l'estimative, aucun indicateur statistique est mobilisé pour en dire le contraire, c'est-à-dire pour dire que la bourse famille n'aurait pas contribué à la réduction de la pauvreté et de l'inégalité au Brésil. La perception de ces changements est vive parmi les bénéficiaires du programme, dont 88,7% portent une évaluation positive de la bourse famille. Ils reconnaissent que la bourse famille, au-delà d'avoir amélioré leur estime de soi, leur a permis d'améliorer aussi leur alimentation, l'accès au crédit. Il y a eu un fort effet sur l'empowerment de femmes. Même si quelques critiques de la bourse famille soutiennent que l'un de ces effets pervers se trouve dans son effet dissuasif sur la recherche de travail, il n'existe pas de preuves empiriques à l'appui de ces discours. Medeiros, Brito et Soares sont d'ailleurs incisives sur ces sujets. Ce que les données montrent est que le cycle de la paresse, motivé par les transferts de revenus, est une tromperie. Plus encore, après nous avoir rappelé que les dépenses de la bourse famille n'atteignent même pas 1% du produit intérieur brut national, il nous montre que les discussions autour des programmes de transfert de revenus ne doivent pas porter sur de tels aspects, mais bien sûr sur le degré de solidarité désiré au sein de la société brésilienne. Et sur cette rubrique, j'approche la troisième dernière partie de mon exposé, de cette présentation. Donc, sans faire de la futurologie, un exercice sur le futur du programme. Le futur du programme, disent quelques-uns, est profondément lié à son enjeu politique. Depuis sa création, la réélection de Lula est en partie créditée par quelques politologues à l'impact de la bourse famille qui a fait basculer son électorat vers les couches plus pauvres de la société. Encore qu'on peut discuter si cette lecture de la création d'une nouvelle base électorale pour Lula est correcte ou non, le plus important, je pense, c'est de tourner notre regard vers comment la bourse famille est perçue par la population. Et la réponse se trouve dans une enquête récemment menée par l'Institut d'économie de l'Université fédérale de Rio de Janeiro, dont le rapport montre que le Brésilien moyen juge de façon pertinente le rôle du gouvernement dans la réduction des inégalités entre riches et pauvres et dans le maintien du bien-être des populations et reconnaît que la répartition de revenus, malgré les progrès réalisés, reste préoccupante dans le pays. Le rapport reconnaît ensuite que les Brésiliens moyens ne semblent pas de nature à soutenir le politique universel. Au contraire, l'approbation de la focalisation dans le politique de transfert de revenus pour combattre la pauvreté s'est généralisée. Par ailleurs, ces mêmes citoyens tendent à soutenir majoritairement les conditions imposées aux bénéficiaires de programmes tels que la bourse famille, ce qui signifie l'absence de consensus sur l'idée que les pauvres doivent être aidés de manière inconditionnelle et permanente sur la base d'un droit garanti par la Constitution. Mais puisque ces mêmes Brésiliens moyens ne semblent pas être enclins à payer plus d'impôts pour augmenter sa contribution à la redistribution et qu'ils transfèrent cette tâche au projet politique et à la capacité de l'État, les résultats qui en découlent nous indiquent que nous sommes face à une société dont les préférences sociales existantes indiquent un faible niveau de cohésion sociale et de solidarité. Depuis 10 ans, la bourse famille continue à travailler en faveur de l'élimination de la pauvreté extrême et de la réduction de l'inégalité au Brésil. Elle est devenue le programme phare de la politique sociale du gouvernement Lula et ainsi reste depuis sa succession par Dilma Rousseff. Il est définitivement entré dans le scénario politique et social du Brésil avec des résultats qui ont conduit à une très grande reconnaissance internationale et à sa reproduction dans d'autres pays de l'Amérique latine. Certes, son amélioration reste possible, mais elle ne viendra pas sans qu'un important débat sur qu'est-ce que la solidarité et quels sont ses niveaux désirables soit engagé dans la société brésilienne. Le rapport mentionné ci-dessus en atteste l'urgence. Bref,
Il faut le démarrer dès aujourd'hui, car nous n'avons plus de temps à perdre. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup de tous ces exposés, et en particulier de la possibilité qui nous est donnée ainsi de confronter l'expérience brésilienne avec le programme indien dont il a été question ce matin, ce qui montre à quel point il y a de l'inventivité et du nouveau en matière d'état social dans ce qu'on appelle les continents émergents, mais qui sont émergés depuis longtemps. Donc la consultation démocratique dont j'ai parlé tout à l'heure a eu lieu, et il y a donc une pause de 10 minutes. Et nous reprendrons vers 10 minutes. On peut penser que nous terminerons à 5h moins le quart en tout. Donc je vous propose de faire une pause, puisqu'on a entendu 3 exposés très... Vous pouvez ratifier cette décision en prenant la pause.